Bassirou Diomaye Faye croit peut-être qu'en préparant une future dissolution de l'Assemblée nationale, il va récupérer tout le pouvoir face à Ousmane Sonko. Mais il y a un détail qu'il semble oublier. Bien avant cette dissolution, Sonko dispose déjà de tout un arsenal légal capable de faire vaciller son propre gouvernement. Pas dans la rue, pas par la force, pas par un coup d'État, mais par la Constitution, par les députés, par les lois, par le budget, par les commissions d'enquête et surtout par la motion de censure. Aujourd'hui, Diomaye peut nommer un Premier ministre, composer son gouvernement et structurer son propre camp politique. Mais tant que la majorité à l'Assemblée reste acquise à Sonko, gouverner sans lui pourrait vite se transformer en parcours du combattant. La vraie question est donc simple. Sonko doit-il déployer toute la force de l'Assemblée pour contraindre Diomaye à revenir sur la ligne de rupture, ou doit-il continuer à ménager ses coups pendant que le palais prépare, en coulisses, la dissolution de sa majorité? Avant d'aller plus loin, une parenthèse s'impose. Cette vidéo pourrait bien être l'une des dernières de cette chaîne. Pourquoi ? Parce que beaucoup dénoncent le silence des grands médias, RFI, France 24 et consorts, mais quand un média africain indépendant prend le risque de creuser les dossiers, d'analyser les faits et de défendre les intérêts populaires, rares sont ceux qui lui apportent un vrai soutien. Ce travail demande énormément de temps et d'énergie. Alors si ce contenu vous parle, le geste le plus simple reste de vous abonner dès maintenant, de laisser un like, de partager cette vidéo et de déposer un commentaire. Parce que si l'on veut que les médias indépendants africains continuent d'exister, il faut aussi les soutenir quand ils prennent des risques pour informer. Commençons par une évidence que Diomaye ne peut plus ignorer. Le président occupe le palais, mais le palais ne vote pas les lois. Il peut annoncer une réforme, charger son gouvernement de préparer un texte, orchestrer une grande communication autour, mais une fois ce projet déposé à l'Assemblée nationale, ce sont les députés qui décident, in fine, s'il devient loi. Et aujourd'hui, l'hémicycle reste dominé par la majorité issue du PASTEF. Politiquement, cela signifie que Sonko tient les clés du couloir législatif que le gouvernement doit emprunter pour appliquer une bonne partie de son programme. Diomaye peut donc conserver son fauteuil, mais sans compromis avec Sonko, il risque de devenir un président dont les réformes restent bloquées au perchoir. Voici la première arme, le rejet des projets de loi. Le président et son Premier ministre peuvent proposer des textes, mais ils ne peuvent pas forcer automatiquement un vote favorable. L'Assemblée exerce le pouvoir législatif, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Sonko peut ainsi signifier à Diomaye « Vous voulez faire adopter une réforme contraire aux engagements de la rupture, la majorité vote contre. Vous voulez accorder des avantages excessifs à un partenaire étranger, la majorité exige les documents. Vous voulez ramener une pratique de l'ancien système, la majorité bloque le texte. Vous pensez que l'Assemblée n'est qu'une chambre d'enregistrement, la majorité vous rappelle que la souveraineté appartient au peuple, exercée notamment par ses représentants. Certes, Diomaye dispose d'outils pour accélérer l'examen de ces textes, demander une priorité à l'ordre du jour, recourir dans certaines conditions au vote bloqué. Mais même un texte présenté en bloc a besoin d'une majorité pour être approuvé, et cette majorité, il ne la détient pas personnellement. C'est précisément pour cela qu'il sera contraint de dialoguer avec Sonko, non pas redevenir son allié, ni lui obéir aveuglément, mais négocier, présenter les contrats, justifier ses choix, accepter certains amendements et respecter le mandat pour lequel les Sénégalais ont voté. La deuxième arme est plus redoutable encore, la motion de censure. Si la majorité parlementaire l'adopte dans les conditions prévues par la Constitution, le Premier ministre est contraint de présenter la démission de tout son gouvernement. Diomaye pourra alors former une nouvelle équipe, mais celle-ci devra se présenter devant la même Assemblée, face aux mêmes députés, pour défendre les mêmes textes. Autrement dit, Diomaye peut changer de ministre, mais il ne peut pas changer le rapport de force parlementaire sans passer par de nouvelles élections. C'est ainsi que Sonko peut faire comprendre au Palais que chaque nouveau gouvernement restera politiquement dépendant de la majorité. Si un gouvernement respecte la souveraineté et poursuit les engagements de la rupture, rien ne justifie de le censurer.
Mais s'il recommence à distribuer les ressources, à protéger des intérêts étrangers ou à réintroduire les méthodes de l'ancien système, l'Assemblée peut le faire tomber. Ce n'est pas du désordre, c'est un mécanisme normal de responsabilité politique. Le vrai désordre serait qu'un gouvernement minoritaire puisse engager le pays durablement sans aucun contrôle. Mais Sonko doit rester stratège. La censure ne peut pas devenir une arme dégainée tous les 15 jours au gré de l'humeur. Elle doit reposer sur une faute grave, un contrat contraire à l'intérêt national, un refus de transparence, une trahison manifeste des engagements, une politique menaçant les ressources du pays. Sinon, Diomaye pourra retourner la situation et affirmer devant le peuple qu'il voulait travailler pendant que Sonko ne cherchait qu'à faire tomber ses gouvernements. Chaque censure doit donc s'accompagner de preuves, de documents et d'explications claires. Troisième arme, le budget. Chaque ministère a besoin de crédit, chaque politique publique a besoin de financement, chaque ministre doit venir défendre ses priorités devant l'hémicycle. L'Assemblée peut examiner les dépenses, questionner les arbitrages, demander pourquoi tel secteur reçoit davantage qu'un autre, et exposer publiquement les incohérences du gouvernement. Pourquoi financer une institution qui ne produit aucun résultat ? Pourquoi soutenir un accord étranger alors que les hôpitaux manquent de moyens ? Pourquoi réduire un programme jeunesse tout en augmentant certaines dépenses de prestige ? Pourquoi les ressources naturelles ne profitent-elles pas davantage à l'emploi, à l'éducation et à la santé ? Sonko peut ainsi transformer chaque débat budgétaire en véritable procès politique. Il faut toutefois être honnête sur le plan juridique. L'Assemblée ne peut pas bloquer indéfiniment la loi de finances pour paralyser l'État. La Constitution encadre les délais et prévoit des mécanismes permettant à l'exécutif de faire fonctionner l'administration si le budget n'est pas voté à temps. Sonko ne peut donc pas fermer le pays, mais il peut rendre politiquement très coûteuse chaque dépense contestable, obliger les ministres à rendre des comptes et montrer au peuple où va l'argent public. Et si le Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement sur un texte financier, la majorité devra choisir entre laisser passer le budget ou aller jusqu'à la censure. Là encore, Diomaye aura tout intérêt à négocier avant d'en arriver à cette extrémité. La quatrième arme est plus profonde, la proposition de loi. Sonko n'a pas besoin d'attendre les textes du palais. Les députés peuvent déposer leurs propres propositions. Une loi sur la transparence des contrats stratégiques, une loi obligeant à publier certains accords, une loi renforçant le contrôle parlementaire sur les ressources naturelles, une loi protégeant les lanceurs d'alerte, une loi sur la reddition des comptes, une loi contre les conflits d'intérêts. Sonko peut ainsi bâtir son propre agenda législatif. Pendant que Diomaye gouverne depuis le palais, lui peut gouverner le débat public depuis l'Assemblée. À chaque texte, le président devra choisir entre promulguer une loi populaire portée par Sonko ou s'y opposer et justifier devant l'opinion son refus de davantage de transparence. C'est exactement ce que cherchait la proposition de révision constitutionnelle de juin 2026. Renforcer l'Assemblée, encadrer certains pouvoirs présidentiels, transformer le Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle et accroître le contrôle sur plusieurs institutions. Cette réforme a été invalidée le 9 juillet par le Conseil constitutionnel, non pas parce que ses objectifs étaient interdits en soi, mais parce que sa procédure d'adoption a été jugée contraire à la Constitution, faute notamment d'avoir respecté certaines exigences de forme. Le combat n'est donc pas terminé. L'Assemblée peut corriger la procédure, reprendre le texte, sécuriser chaque article et revenir avec une réforme beaucoup plus difficile à attaquer juridiquement. Diomaye devra alors répondre sur le fond. Accepte-t-il réellement que son propre pouvoir soit limité ? Accepte-t-il un Parlement plus fort, davantage de transparence sur les ressources, et que le projet de rupture s'applique aussi à celui qui occupe aujourd'hui le palais ? Cinquième arme, le contrôle quotidien du gouvernement. Les députés peuvent interroger les ministres, exiger des réponses écrites, organiser des débats, créer des commissions d'enquête, examiner la gestion d'une institution, réclamer des documents, convoquer les responsables d'agences et de sociétés nationales dans les limites prévues par les textes.
Imaginez un gouvernement signant un contrat controversé. Sonko n'a pas besoin d'appeler à manifester dans la rue. Il peut demander une commission, exiger les annexes, convoquer le ministre concerné, comparer l'ancien contrat au nouveau et montrer publiquement qui gagne, qui perd et quelle part revient réellement au Sénégal. C'est bien plus dangereux pour Diomaye qu'un simple discours. Un discours s'oublie, un document officiel reste, un ministre interrogé publiquement laisse des traces. Alors pourquoi Sonko n'utilise-t-il pas encore toute cette puissance? C'est la question que de nombreux militants commencent à se poser. Il a les députés, la tribune, la capacité de bloquer, de censurer, de proposer des lois, de contrôler l'exécutif. Pourtant, il semble encore retenir ses coups. Peut-être veut-il éviter de déstabiliser le pays. Peut-être espère-t-il encore une réconciliation. Peut-être prépare-t-il juridiquement ses prochaines offensives. Peut-être ne veut-il pas offrir au palais un prétexte pour accélérer une dissolution. Toutes ces raisons se défendent. Mais le peuple est en droit de demander à quoi sert une majorité aussi large si elle ne protège pas le projet pour lequel elle a été élue. Pendant que Sonko temporise, Diomaye, lui, utilise pleinement les leviers du palais. Il recompose son gouvernement, construit son propre camp, saisit le Conseil constitutionnel dès qu'une réforme lui déplaît, se rapproche de certaines figures de l'ancien système et pourrait attendre l'échéance à partir de laquelle la dissolution de l'Assemblée redevient juridiquement possible. Car la Constitution interdit au président de dissoudre l'Assemblée durant les 2 premières années de la législature, un calendrier que Sonko ne doit surtout pas perdre de vue. Rien n'indique qu'une décision soit déjà prise, mais politiquement, cette hypothèse mérite d'être prise au sérieux. Si cette manœuvre aboutit, l'objectif de Diomaye sera clair: réduire les 130 sièges du PASTEF, briser la puissance parlementaire de Sonko et obtenir une assemblée plus conciliante. Le rapport de force basculerait alors complètement. Aujourd'hui, Sonko peut censurer, rejeter des textes, contrôler la tribune. Demain, après une dissolution et de nouvelles législatives, il pourrait perdre une bonne partie de ses leviers. D'où l'enjeu du timing. S'il attaque trop tôt et sans preuve, Diomaye le présentera comme celui qui bloque tout. S'il attend trop longtemps, le palais pourrait lui retirer son principal pouvoir institutionnel. C'est une véritable course contre la montre. Sonko doit donc utiliser l'Assemblée maintenant, mais intelligemment, pas pour tout bloquer, pas pour faire souffrir la population, pas pour transformer chaque débat en règlement de compte. Il doit fixer des lignes rouges claires. Première ligne rouge, les ressources naturelles, aucun contrat stratégique sans transparence suffisante. Deuxième, le retour de l'ancien système, pas de retour tranquille au pouvoir sans reddition des comptes. Troisième, la justice pour les victimes du combat politique, qui ne doivent pas être sacrifiées au nom d'une réconciliation entre élites. Quatrième, la souveraineté. Le Sénégal ne doit pas redevenir un pays qui ne capte qu'une part marginale de ses propres richesses. Cinquième, la démocratie. Diomaye doit accepter le contrôle parlementaire au lieu d'y voir une attaque personnelle. Si ces lignes sont respectées, Sonko n'a aucune raison de censurer le gouvernement. Mais si elles sont franchies, il doit utiliser les pouvoirs que le peuple lui a confiés. Le problème n'est pas que Sonko fasse trembler Diomaye. Le vrai problème serait que Diomaye ne tremble jamais avant de prendre une décision contraire aux intérêts du peuple. Un président doit savoir qu'il existe un parlement, des lois, des contrôles et une possibilité de sanctions politiques. C'est précisément ce qui empêche le palais de se transformer en monarchie. Mais Sonko doit aussi assumer les conséquences de ses actes. Faire tomber un gouvernement ralentit parfois des projets, fait attendre l'administration, hésiter les investisseurs, souffrir les citoyens. Chaque usage de cette arme doit donc être justifié, preuves à l'appui, contrats exposés, fautes clairement identifiées, solutions proposées. Sinon, Diomaye pourra présenter cela comme une guerre personnelle et s'en servir pour légitimer une dissolution. L'Assemblée ne doit donc pas être seulement une force de blocage, mais aussi une force de proposition, montrer qu'un autre chemin existe. Des lois plus souveraines, des budgets plus justes, des contrats plus transparents, des institutions moins concentrées autour d'un seul homme. C'est ainsi que Sonko peut gagner ce rapport de force, non pas en étouffant Diomaye, mais en obligeant chaque décision du palais à passer devant l'intérêt national. Diomaye sera-t-il alors contraint de redevenir l'allié de Sonko? Pas nécessairement, mais il devra retrouver un minimum de dialogue politique,
car on ne gouverne pas durablement contre une majorité de 130 députés. Il peut essayer, passer par le Conseil constitutionnel, retarder les textes, attendre la dissolution. Mais pendant tout ce temps, chaque projet devient une bataille, chaque ministre doit se défendre, chaque budget devient un test, chaque contrat peut déclencher une enquête, chaque erreur peut provoquer une censure. Le pouvoir de Sonko est donc bien réel, mais il n'a de valeur que s'il sert le peuple. S'il l'utilise uniquement pour préparer 2029, il trahira lui aussi l'esprit de la rupture. S'il l'utilise pour protéger les ressources, imposer la transparence et empêcher le retour de l'ancien système, alors l'Assemblée jouera pleinement son rôle. Et Diomaye devra retenir une chose. Il peut préparer une dissolution, reconstruire son camp, chercher de nouveaux alliés, mais avant même de pouvoir renvoyer les députés devant les électeurs, Sonko peut déjà rendre chacune de ses décisions politiquement très coûteuses. Dites-moi franchement en commentaire, Sonko doit-il dès maintenant mobiliser toutes les armes de l'Assemblée contre le gouvernement de Diomaye? Doit-il censurer dès qu'une ligne rouge de souveraineté est franchie? Ou doit-il continuer à temporiser pour ne pas offrir au palais un prétexte de dissolution? Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo. Un peuple qui ignore les pouvoirs de son propre Parlement finit toujours par croire que tout se décide au palais. Et retenez bien ceci, Diomaye peut préparer la dissolution de l'Assemblée, mais avant cette dissolution, l'Assemblée peut, elle, politiquement dissoudre chacun de ses projets. Sonko ne contrôle pas la présidence, mais tant qu'il tient la majorité, Diomaye ne pourra pas gouverner durablement contre lui, sans en payer le prix politique. Abonnez-vous pour suivre la suite de ce bras de fer institutionnel.